Bonjour Yann, Bonjour Alex, comment ça va? ça va bien? Encore une Bien, fois? encore une fois, indicatif présent, l'émission pédagogique où tout est possible. Yann, j'ai remarqué aujourd'hui, on n'a pas une émission tout à fait ordinaire, n'est-ce pas? Non, on a une émission vraiment très spéciale, Alex. Puis il me semble que tu nous as préparé un outil ou une astuce. On va commencer tout de suite par une astuce que les enseignants vont certainement apprécier. Les enseignants virtuels vont certainement apprécier, n'est-ce pas? Oui, Alex, je vais parler de la CAO dans l'émission d'aujourd'hui. Attends, CAO, CAO. On aime les acronymes. Je connais CFO, CEO, CAO. Est-ce que c'est quoi, les Canadiens de l'Ontario? C'est quoi ça? C'est Communauté Apprentissage Ontario. Puis si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, on va vous le montrer aujourd'hui. J'ai hâte de le voir. Très bien. Puis, Alex, tu sais aussi qu'on a une entrevue très spéciale pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça, j'en ai entendu parler. Par contre, c'est pas moi qui l'avais enregistré. Alors là, ça va être la première fois pour moi aussi, cette entrevue. Puis dans quelques minutes, on va voir Monsieur Florent, n'est-ce Oui, pas? c'est ça, exactement. On va se téléporter très loin pour ça. Ah, Puis, on va bien sûr prendre des questions et on a trouvé une belle question pour vous qu'on va pouvoir mettre en vedette à la fin de Indicatif présent. excellent. Alors, CAO, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? Oui, alors, ben, je vais vous montrer comment on peut trouver la CAO, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alors, je suis dans l'accueil de AV, bien sûr, notre EAV local. Mais savez-vous, Alex, qu'il y a un deuxième EAV qui s'appelle Communauté d'apprentissage Ontario. Alors, si j'appuie sur ce bouton-là, on va voir qu'il y a aussi c'est comme un autre EAV, puis c'est comme un EAV au niveau de la province. Puis, entre autres, il y a plusieurs communautés là-dedans. Moi, je suis allé m'abonner. Là. On peut, de la même façon que dans EAV, on a les abonnements ou les auto-inscriptions. Ici, on a auto-enregistrement. Puis, on peut choisir les communautés de la province auxquelles on veut adhérer. Et bien, moi, je fais partie de plusieurs communautés, puis vous savez comment épingler probablement dans EAV des communautés. Puis, il y en a une, entre autres, qui est toute nouvelle, qui est justement pour que les enseignants puissent avoir de l'appui avec leur enseignement virtuel. C'est exactement pour, finalement, tous les profs, Alex, de notre conseil qui voudraient de l'aide. Encore une fois, est-ce que tu pourrais nous montrer comment y accéder? Parce que si jamais il y a des gens qui viennent de se connecter, ils auraient aimé savoir comment y Oui, accéder. bien Vite sûr. fait. Alors, ça, c'est l'accueil de AV. Donc, quand je descends vers le bas, je vois ça ici avec ce symbole CAO. Puis, ça nous permet d'accéder à la communauté provinciale qui s'appelle la CAO. Puis, dans la communauté CAO, on a une communauté, vous devriez la voir parce que tout le monde y est inscrit. Puis, ça s'appelle Supports for Virtual Learning. Elle est bilingue appuyer l'apprentissage virtuel. Alors, si vous êtes francophone, je pense que vous allez voir la bannière qui est là. Puis entre autres, je devrais peut-être faire un petit pub, Alex, pour les webinaires. Alors, les webinaires, là, c'est finalement le ministère de l'Éducation qui a mis sur pied des webinaires. Il y en a qui sont sortis il y a longtemps, mais il y en a qui vont venir bientôt. Puis, en fait, moi, j'en donne un pour le ministère, un des webinaires. Je participe à un webinaire qui s'appelle Codage dans le programme cadre de mathématiques. Puis ça va avoir lieu, comme vous voyez ici, jeudi prochain. Puis, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller vous inscrire ici à ce webinaire-là qui va avoir lieu pendant l'heure du dîner le 21 janvier. Puis, si jamais vous ne pouvez pas vous rendre, ce n'est pas plus grave que ça parce qu'on va avoir aussi une rediffusion de ces contenus-là, bien sûr, comme tous les webinaires, là, qui vont nous permettre d'aller récupérer ces contenus-là une autre journée. Alors, Donc, ce que tu veux dire, que les enregistrements vont s'y retrouver par la suite, donc une fois diffusés. Si jamais vous ne pouvez pas y participer, les gens peuvent y aller régulièrement pour voir des nouveautés, mais qu'est-ce qu'il y a à part des webinaires? Est-ce qu'il y a des ressources? Est-ce qu'il y a
des coquilles de cours? Est-ce qu'il y a des exemples de planifs? Oui, oui, il y a beaucoup de choses. En fait, toutes les nouveautés du curriculum de maths vont s'y retrouver parce que ça, on sait que ça fait parler hein, les mathématiques cette année en Ontario, Alex, avec tous les profs qui doivent enseigner un tout nouveau curriculum. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'appui là-dedans au sujet de ce curriculum de maths-là. Donc là, ce que tu dis, les enseignants de mathématiques, bien, surtout les enseignants de mathématiques, puisque c'est le nouveau curriculum qui vient d'être sorti, allez-y, regardez, il y a des cours, il y a des coquilles de planification, il y a des items pour la programmation que vous pourriez intégrer dans votre salle de classe si vous cherchez de l'appui. Oui, Excellent, à oui. explorer. Je Oui, pense qu'on est rendu au absolument. deuxième point, hein? Oui, alors on devrait passer à l'entrevue, la fameuse entrevue, Alex. Attends, l'entrevue avec qui? Avec M. La, Florent, n'est-ce pas? la classe de Monsieur Florent ou de la La classe classe de de Monsieur Florent. Florent. Et lui, Monsieur Florent, il vient d'où? On s'en va à Paris, les amis. Puis aujourd'hui, Wow, c'est beau ça. je pense qu'on ne Alors, sera pas à Paris, mais on sera quelque part en banlieue de Paris, n'est-ce pas? apparemment, c'est environ 1 heure au sud. Là. Je ne sais pas exactement la ville, mais à peu près 1 heure au sud de Paris, apparemment. Ouais. Donc là, c'est un petit peu au sud de l'aéroport Orly. Est-ce que c'est ce Monsieur Mhm. Florent-là qui a créé la classe de Florent? Oui, c'est ce Monsieur Florent-là, Alex. Est-ce que c'est ce monsieur-là qui a publié plusieurs vidéos pour ses élèves et les enseignants comme nous? Oui, oui, c'est lui. C'est la classe de Florent. C'est la classe de ce Monsieur Florent-là, Alex. Est-ce qu'on peut passer à l'entrevue déjà? Désolé. Alors là, on va regarder l'entrevue. OK. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec Florent Nouguez, qui est en France. Bonjour, Florent. Eh bien, bonjour. Bonjour à vous. Puis, je dois vous dire que, en réalité, c'est grâce à ma collègue Mylène Brassard, qui est ici aujourd'hui, que je vous connais. Bah, Le monde merci. est petit. Merci. Est-ce que tu peux expliquer comment tu as trouvé ça, Mylène? Ben, en fait, c'est des recherches sur Twitter. Il y avait des gens qui partageaient pendant la semaine du code en décembre l'utilisation de la technologie en salle de classe. Et c'est dans ces partages de tweets-là que j'ai trouvé le site de la classe de Florent, que je suis allée fouiller, que j'ai partagé avec Ian, avec Ralph, et qu'on aimait beaucoup la possibilité du bebop. Alors, on aimait beaucoup l'option de la programmation chez les petits dans le site. Et c'est là Là, qui nous a fait découvrir tout le reste. Puis là, on vous donne un petit aperçu du site, puis on va l'explorer plus en profondeur, bien sûr. Mais c'est ça, on pensait que ça serait vraiment bien, Mylène, d'être capable d'inviter la personne qui a tout monté ça finalement, le site qui s'appelle classedeflorent.fr. Oui, puisque, en fait, ce qui m'intriguait dans tout ça, puis une des raisons pourquoi est-ce qu'on voulait poser la question, c'est le site a été mis en place en 2015. Alors, avant qu'on parlait de pandémie, avant qu'on parle d'enseignement en ligne, avant même que la classe inversée soit un concept vers lequel on s'intéressait, pourquoi créer de tels contenus pédagogiques en ligne en 2015? Alors, c'était même en 2014. En fait, c'est un long cheminement. Je suis enseignant depuis 2002 et entre 2004 et 2014, je me suis occupé d'enfants, enfin plutôt d'adolescents et de jeunes adultes en situation de handicap moteur. Donc, j'avais un certain nombre d'ordinateurs et je me suis beaucoup posé la question de comment les faire travailler, comment adapter le travail. Donc, je me suis d'abord intéressé à ce qu'on pouvait faire avec des tableurs comme Excel ou sur, à l'époque, OpenOffice. On pouvait faire des fonctions aléatoires sur des nombres, ou dans un traitement de texte, on pouvait donner un texte, une partie du texte n'était pas modifiable et l'autre partie était modifiable par l'élève. On avait d'autres outils comme en France, on avait un outil qui s'appelait Didapage qui permettait de faire des petites choses interactives déjà. Et enfin voilà, c'est un long cheminement qui m'a amené petit à petit vers la création d'un site. Et voilà, moi ça m'a permis d'aller vers une plus grande autonomie par rapport à ces élèves.
de donner des exercices adaptés à leur niveau, parce que même si je n'avais pas beaucoup d'élèves, ils avaient des niveaux très, très différents. Et puis, l'intérêt pour eux, c'était aussi d'avoir une réponse immédiate. Ta réponse, elle est correcte, toi, n'est pas correcte. Sur 5 questions, tu as eu 4 sur 5, donc c'est très bien, continue. Ou là, tu as eu 1 sur 5, donc on va peut-être retourner en arrière sur d'autres exercices un peu plus simples. Voilà, en 2014-2015, je me suis vraiment intéressé à des exercices automatiques d'abord en mathématiques. Et puis après, je me suis intéressé assez rapidement à d'autres domaines. J'ai essayé de créer des jeux qui n'avaient pas du tout le design que vous avez évoqué pour les Bee-Bots. Là, je dois dire que pour le design, j'ai la chance d'avoir une femme qui est graphiste, donc qui travaille sur l'ordinateur à faire des affiches pour Internet, en gros, et qui m'a déjà donné une première maquette pour mon site et qui me donne des conseils de base sur le design, sur comment présenter un exercice, comment présenter un site Internet. Et justement, Florent, si on regarde votre site, et c'est un peu format bouton, un peu comme on aurait sur notre téléphone. Alors, c'est très accueillant de ce point de vue-là. Parfait, super. J'espère que c'est intentionné d'avoir comme des boutons et que c'est pour plusieurs plateformes, n'est-ce pas? Donc, on pourrait regarder ce site-là sur un téléphone ou un iPad également, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. OK. Puis, on voulait peut-être mettre en valeur certains des contenus qui ont attiré notre attention et sur votre site et aussi le site YouTube qu'on va regarder. Alors, peut-être que vous pouvez faire un peu la narration de comment fonctionne le Bee-Bot, puis on peut montrer à notre auditoire comment ça fonctionne. Alors, à l'époque, j'étais un petit peu comme vous, j'étais un conseiller pédagogique numérique, c'était pas ce nom à l'époque, nous on appelait ça des référents numériques. J'étais dans une mission par rapport aux robots et puis on nous a présenté des Bee-Bots, des Blue-Bots, donc des robots de sol. Ça m'a beaucoup intéressé, puis moi je me suis posé la question, comment avoir un versant numérique. Alors, il y avait des applications pour iPad qui existaient déjà à l'époque, mais tout le monde n'a pas forcément d'iPad, donc moi je voulais une application qui soit pour toutes les plateformes. Voilà. Donc j'ai commencé par faire, alors là je vois, c'était le défi des 30 fleurs, où le petit robot doit butiner 3 fleurs différentes sur un parcours. D'accord. On va l'essayer. Voilà. Donc c'est des niveaux qui se veulent progressifs. Très bien. Alors, je constate ici que ça serait, si on avait un vrai Bee-Bot, ça serait sur le dos de l'abeille, n'est-ce pas? Absolument. Là, j'ai voulu reproduire ce qu'il y avait sur le dos de l'abeille. Oui. Donc, Et quand on donne des ordres à l'abeille. Oui. Voilà. Et puis, si on peut cliquer sur mission ou retour départ, si on s'est trompé, par exemple, ou sur l'aide pour expliquer le fonctionnement du robot. Là, on appuie sur les 3 flèches en avant et on n'a plus qu'à appuyer sur Go pour constater. Et on voit en même temps les petites flèches, les petits carrés verts qui montrent l'action en direct par rapport aux ordres qu'on a pu lui donner. Voilà. Et je dirais que ça, c'est un avantage comparativement aux autres sites qui existent en lien avec le Bee-Bot, c'est l'anticipation des déplacements qui sont en bas, parce que la plupart des sites, on entre des déplacements et c'est entreposé nulle part. Alors, l'enfant ne peut pas faire le lien entre le déplacement que j'ai choisi et le déplacement dans le plan cartésien. Alors, ça, c'est vraiment bien. C'était vraiment ma réflexion, c'était si l'enfant fait une erreur, qu'il puisse repérer l'endroit où il a fait l'erreur. Donc voilà, j'ai fait 10 niveaux là-dessus. Puis après, j'étais inspiré assez par Nintendo à l'époque et Mario Maker. Et Mario Maker, le principe, c'était de créer ses propres niveaux sur Mario. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas faire la même chose avec la Bee-Bot. Donc d'où la petite allusion à Bee-Bot Maker, je crois que j'ai appelé ça comme ça, où l'internaute crée son propre parcours. Et pour qu'il soit en ligne, il faut bien sûr qu'il puisse le valider. Il ne faut pas que ce soit un parcours impossible. Parce que la Bee-Bot, je crois qu'elle peut retenir 20 ordres différents. Donc voilà, si ça dépasse les 20 ordres, si l'internaute ne prouve pas que son parcours est possible, on ne l'enregistre pas. Voilà. Et donc, il y a eu beaucoup d'enregistrements de programmes depuis, je crois que je l'ai fait en 2016. Donc voilà. Et
ça, j'y tiens vraiment à cœur. Autant, enfin, j'aime proposer des applications, des jeux, mais que l'internaute, l'utilisateur puisse se l'approprier, bah, ça me tient à cœur. Super. Puis on va avoir quelques mots là-dessus, justement, Mylène, à la fin de l'entrevue, hein, je crois. Alors, je veux aussi partager, Florent, ton site web YouTube, parce que bien que ce n'est pas votre site web, en réalité, on pourrait presque dire que c'est aussi utile ou peut-être même plus utile, parce que c'est vraiment très facile à repérer les choses qu'on cherche dans la liste des listes de lecture, finalement, de votre site. Puis, je peux préciser deux choses. En fait, oui. J'ai deux chaînes YouTube. En fait, je me suis trompé au moment du confinement. J'avais une première chaîne YouTube, on va dire, qui est dédiée aux présentations des activités de mon site. Et l'autre chaîne YouTube que vous voyez, qui s'appelle aussi Classe de Florent, qui est dédiée à des contenus pédagogiques, par contre. Donc, on va dire une chaîne qui est dédiée au contenu pédagogique et l'autre à la présentation des programmes de mon site. Donc là, c'est sur les contenus pédagogiques. Ah, OK. Personnellement, mon coup de cœur, c'était sur celui-ci, sachant que la réalité dans laquelle on est maintenant, les enfants sont à la maison, on enseigne en ligne, et j'aime beaucoup la manière dont ici tu proposes certaines activités très, très visuelles. Alors, c'est quoi le cheminement pédagogique, la raison ou la façon dont tu as réfléchi pour les mettre comme ça en ligne? Ça m'intéresse beaucoup. Alors, par rapport à cette playlist, alors nous en France, on est en classe. Par contre, on doit porter le masque, nous, enseignants en permanence. Et voilà, moi, je m'occupe, ça doit être équivalent chez vous du préscolaire. J'ai des enfants, j'ai des élèves de 5 ans. Donc, j'ai le masque en classe. Et pourtant, je dois leur enseigner ce qu'on appelle la phonologie. Concrètement, par exemple, le lien entre le nom d'une lettre et le son qu'elle fait. Donc, normalement, par exemple, pour la lettre A, on montre bien ce que ça fait pour nous. A, on voit sa bouche, notre bouche, on voit la direction de notre langue. Mais là, avec le masque, impossible. Donc, on avait une difficulté, j'ai voulu y remédier. Et donc, en classe, j'ai l'iPad, j'ai mon propre iPad avec les vidéos que j'ai pu construire. Et voilà. Et j'essaye encore une fois d'aller à l'essentiel sur les vidéos qu'on a aperçues. On voit la lettre. Un enfant donne le nom de la lettre, puis le son qu'elle fait. Il accompagne d'un geste. On peut regarder la première, je ne sais pas si c'est possible. Oui, oui, on peut regarder le A. Je vais mettre le son pour qu'on puisse l'entendre. Et voilà. La lettre A fait le son A. Répète avec moi. La lettre A fait le son A. Comme dans abeille. Abeille. Ouais. Donc, il y a des petits simples, mais que l'enfant puisse répéter ce qu'il entend, parce que si on ne le dit qu'une seule fois, la vidéo passe et on passe à autre chose. Voilà, pour des enfants de 5-6 ans, c'est important qu'on puisse répéter la même chose sur une vidéo très courte, mais qu'on puisse avoir l'information plusieurs fois. Donc, elle a la fois visuelle, on entend, l'enfant fait un geste associé. Alors, chez nous, ça s'appelle les gestes de Borel-Mézoni. C'est assez ancien, mais voilà, c'est remis au goût du jour. Et puis, on a un mot référent. Là, je suis en lien avec les maîtresses, les maîtres du niveau supérieur qui étudient plus en profondeur la lecture, qui ont des mots référents. J'ai tout simplement repris ces mots référents pour qu'il y ait un lien entre ma section des 5 ans et la section culture des 6 ans. Puis, j'aime beaucoup que la majorité des vidéos du contenu a été fait avec une intention spécifique, que ça soit le jeu en particulier pour des différenciations pédagogiques ou ici on avait une difficulté avec le masque, on y a remédié et c'est la technologie qui nous a aidé à promouvoir ça. Excuse-moi, Yann, je voulais pas t'interrompre. Oui, ben j'allais ajouter qu'il y avait comme un autre coup de cœur qui est un peu semblable dans le sens que ça vient du besoin, d'un besoin qui a été identifié. Puis le besoin, c'est finalement l'activité physique des jeunes. Alors peut-être que tu peux décrire ta solution ou ton essai de solution pour que les jeunes qui sont derrière un écran d'ordinateur pour plusieurs heures par jour, pour qu'ils puissent quand même bouger un peu. Oui, c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions lors du confinement, de la fermeture des écoles. Et
on s'est rendu compte effectivement que l'activité physique, elle était très, très importante, était peut-être plus importante que jamais, avec des jeunes qui étaient enfermés dans des appartements, qui n'ont pas de jardin, qui ne pouvaient pas avoir accès à des parcs, par exemple. C'était tout simplement de prendre des images, d'avoir une voix off dessus, de donner des ordres, entre guillemets. Voilà, par exemple, on a une première vidéo où un enfant, on voit, ouais, on peut regarder par exemple la première. Oui. Avec cette vidéo, votre enfant va faire de l'exercice physique. Avant de commencer, il faut faire de la place autour de lui pour avoir un espace dégagé. Je vais montrer 9 images avec des positions à reproduire. Pour chaque image, il faudra prendre le temps de comprendre la position, puis la tenir pendant 10 secondes environ. Je compterai jusqu'à 10 pour vous. Prêt? Première image. Tu vois le garçon? Il saute. Tu vas sauter pendant 10 secondes. Je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je vais arrêter ça à cet endroit-là. Florent, moi, ce que j'aime bien de cette vidéo-là et du concept, finalement, de mettre des contenus en ligne comme ça, c'est que pour un enseignant, c'est tellement simple. C'est clé en main. C'est quelque chose qui peut se répéter de jour en jour. On sait que nos enfants, à l'âge des élèves que vous avez, peuvent regarder le même film 50 fois, puis ils vont jamais se lasser du même film. Et ici, probablement qu'après premier visionnement, que vos élèves, probablement qu'ils réclament cette activité-là, n'est-ce pas? Alors, effectivement, cette vidéo, justement, je l'ai reprise en classe cette semaine. Et donc, une fois par jour, on reprenait cette vidéo et c'était un grand plaisir pour les enfants. Donc, la semaine prochaine, je reprendrai la vidéo suivante, etc. etc. Et oui, pour eux, c'est que ça soit en classe ou visiblement hors ligne, ça a eu un grand succès. D'ailleurs, cette vidéo, je crois que c'est une des plus vues sur ma chaîne. Voilà, tout simplement. J'étais assez surpris, mais pourquoi pas? Mais j'adore aussi l'idée du décloisonnement. C'est pas parce que j'utilise la vidéo pour l'enseignement en ligne que forcément ça doit rester dans le cadre en ligne. On peut le réinvestir en salle de classe lorsque on revient à un semblant normal. Et puis, créer du contenu en ligne, ça a plusieurs avantages à plusieurs différents niveaux. Et, effectivement, oui. En parlant de contenu en ligne, Yann, si tu me permets, Monsieur Florent, est-ce que vous auriez des conseils à donner à nos enseignants, parce que nous, on est présentement tous en ligne pour les prochaines semaines au moins. Conseils pour créer du contenu en ligne? Différentes choses, c'est déjà de scénariser sa vidéo. On n'improvise pas une vidéo. Parfois, moi, je cherche des contenus sur YouTube, enfin des vidéos, des tutoriels, des tutos, et la personne va mettre 30 secondes, 2 minutes, 5 minutes pour aller droit au but. Et là, c'est un petit peu énervant. Donc déjà, aller droit au but, scénariser ce qu'on veut, ce qu'on a montré, ce qu'on a à dire. Aussi, au niveau visuel, c'est d'aller à l'essentiel, pas avoir d'éléments trop distracteurs. Moi, au début, j'aime bien présenter, avec cette vidéo, vous allez apprendre à faire ceci, cela, pour donner un cadre général à l'enfant et aux parents. Et aux parents. Voilà. Donc, les maîtres mots, pour moi, c'est scénariser, aller à l'essentiel dans son discours et aussi dans le choix de ses images, ne pas avoir de distracteurs trop importants. Ou si on met des distracteurs, c'est peut-être à la toute fin pour dire, voilà, la vidéo est terminée, on est content, on passe à autre chose. Mais voilà, pour moi, c'est les maîtres mots pour construire que ça soit, des vidéos en ligne ou des contenus interactifs en ligne. Est-ce que tu serais d'accord avec moi de dire que des fois, c'est plus simple de créer sa propre vidéo avec l'intention spécifique qu'on a en tête que de chercher la vidéo parfaite qui pourrait se retrouver en ligne? Effectivement, oui. Exactement. Et je dois dire, il y a un certain nombre de vidéos que j'ai mis en ligne sur ma chaîne qui reprennent des idées d'autres personnes. Alors, à chaque fois, bien sûr, je les cite. Mais en fait, le média utilisé par ces personnes ne convenait pas à mes familles. Par exemple, il y avait des maîtresses qui ont eu des super idées sur Instagram, mais je n'étais pas sûr que mes familles aient accès à Instagram, par exemple. Ou d'autres enseignants qui avaient des idées, mais qu'il fallait imprimer le travail. Et dans le milieu où je suis, pour beaucoup de familles, c'était pas pensable de devoir imprimer le travail.
D'où l'intérêt de créer des vidéos. Je savais que ces familles avaient au moins un téléphone et accès à YouTube. Et, bon, et donc, je suis allé sur leur terrain finalement. Et, Aller rejoindre là où la clientèle se trouve. Exactement, voilà. Bien, ça a été un vrai plaisir de faire l'entrevue. Je peux dire à nos auditeurs qu'on va reproduire, bien sûr, les 2 ressources qu'on vous a montrées, donc le site, les 2 chaînes YouTube et le site Web. Il y a plein d'autres ressources là-dedans, comme des activités de dessin. On en a parlé en pré-entrevue, les syllabes. Alors, sentez-vous libre d'aller explorer ce site-là. Bien sûr, il y a toujours des différences entre le curriculum ici en Ontario et celui de France. Alors, il faut toujours s'assurer, juste pour notre auditoire, que quand on voit un contenu, qu'on le valide avec le curriculum de l'Ontario. Mais je dirais que il y a énormément de ressources très, très utiles pour notre auditoire. Alors, je vous remercie d'avoir mis ces ressources-là en ligne. Et aussi, il y a un espace de contribution. Je m'en voudrais de ne pas mentionner que Florent fait tout ça gratuitement pour les gens, mais si les gens veulent faire un don, ils peuvent faire un don à travers le premier bouton qui se retrouve dans le site classedeflorent.fr et c'est possible d'aller faire un don pour Florent. Et un grand merci d'avoir été là. Vous. Merci de m'avoir invité. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Puis, Alex, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à partager, mais la seule chose que j'ai retenue, c'est que nous tous, quoi que ce soit, où que l'on soit, en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, on cherche des façons à répondre aux besoins de nos élèves, puis des façons les rejoindre, améliorer notre enseignement. Puis c'est chouette qu'on peut partager maintenant en un clin d'œil notre savoir-faire à travers le monde. C'est Puis Alex, depuis le début de l'émission Éducatif Présent, on a toujours essayé de répondre à des questions. Puis apparemment, toi, tu as ressourcé une belle question qui est apparue, je pense, dans les heures d'appui qu'on donne encore de 2h30 à 3h30 dans Teams. Donc oui, c'est ça. Je vais en profiter pour faire un peu la publicité du conseil. Donc, tous les enseignants du conseil scolaire Viamonde qui nous regardent présentement, vous avez un chat spécial où vous pouvez poser vos questions. Il y a un courriel pedago@csviamonde.ca. Donc, une des questions qu'on a reçues hier, c'était une question de Madame Alvina Bagheruti. Je vais vous la lire. Bonjour, lorsque je partage mon écran dans Teams, je ne peux pas voir mes élèves. Quelle serait la meilleure façon pour que je puisse continuer à voir mes élèves et mon écran en même temps? Pourriez-vous me donner des suggestions, s'il vous plaît? Puis je trouve que cette question est très bonne puisque plusieurs enseignants de l'élémentaire sont en mode virtuel présentement. Oui. As-tu une idée, Yann? Bien, en fait, sais-tu quoi, Alex? J'ai eu l'occasion d'être avec une autre enseignante qui avait eu la même question, mais on n'avait pas vraiment fait le partage de cette question-là. Alors, ça, c'est une question, en fait, qui est revenue plus d'une fois en plus. Alors, je veux juste vous montrer très vite que quand on appuie, je ne peux pas vous le montrer comme moi, je suis en train de le faire, mais laissez-moi vous montrer une photo qui démontre un peu comment on fait un partage. Alors ici, si je partage mon écran principal où j'ai Alex, je vais vous montrer, bonjour Alex, Bonjour, je vais vous montrer ici que quand je fais un partage, je vois bureau. Alors, c'est important de faire le partage comme ça si on veut contrôler exactement qu'est-ce qu'on a sur notre bureau. OK? Ça, c'est la première étape. Alors, si je prends maintenant cette première fenêtre-là et que je veux ajouter un élément, c'est tout simple que de tout simplement ouvrir une autre fenêtre puis de la redimensionner pour faire en sorte qu'on a un vrai partage de l'autre côté de la réunion Team. Alors, là, réalisez que nous, dans notre réunion, Alex, on est seulement 2 personnes. Mais si c'était une vraie réunion avec plein d'élèves,
bien sûr, moi, je pourrais utiliser le mode galerie ici, puis m'assurer que j'ai tous mes amis dans la grande galerie. OK? Alors ça, ce serait un prérequis, bien sûr, pour avoir les visages de tous les amis dans Team. Mais là, si je prends la fenêtre où on est ensemble, puis je peux utiliser la touche Windows et la flèche gauche. OK? Windows, flèche gauche, oui. Oui. Et avec la touche Windows flèche gauche, qu'est-ce que ça fait? Ça redimensionne finalement à exactement 50% de mon écran, les amis et moi dans la réunion Team. Après ça, on est libre de l'autre côté de faire un peu ce qu'on veut. Alors, si j'entre ici, par exemple, un beau site YouTube qui s'appelle Aide Pédago, Alex, on serait en mesure d'aller trouver Aide Pédago, puis on pourrait ouvrir Aide Pédago, puis là, on aurait une belle petite vidéo d'introduction à notre chaîne YouTube. Pourquoi pas la mettre là, hein, pour tout le monde? Et je peux entendre le son en même temps. Ben oui. Alors, puis les amis peuvent parler en même temps sur le son, on peut entendre leurs réactions. Alors, moi, j'avais expliqué ça dans le contexte d'une classe d'éducation physique. Parce que l'enseignante, elle disait, oui, mais si je fais des mouvements, puis les amis ne peuvent pas vraiment me voir, alors tout le monde pourrait être en train de regarder une vidéo sur un côté de l'écran, puis pourrait voir en même temps leurs camarades qui sont en train de faire des choses. Alors, c'est une façon, finalement, Alex, de simuler un contexte de classe où les gens peuvent tout voir tout d'un coup. Alors, je comprends entièrement la préoccupation de Alvina, puis j'espère que ça peut aider. Alors, d'utiliser cette fonction-là, un partage de bureau, finalement, pas de window, là. Partage écran-bureau, et ensuite de diviser l'écran bureau en deux parties, mettre la réunion Team d'un côté, puis n'importe quel contenu qu'on voudrait avoir dans un Google Chrome ou dans un Edge de l'autre côté. Parfait. Sauf que là, tu sais, il y a une petite idée qui m'est venue à l'esprit, étant donné que l'on partage le bureau. Des fois, quand je regarde mon bureau, j'ai beaucoup de documents confidentiels du conseil. J'ai des photos de mes enfants. Donc, pensez-y lorsque vous partagez votre bureau, s'il n'y a pas d'autres fenêtres ouvertes où vous avez vos données personnelles, votre compte bancaire ou votre photo de famille. Donc, vérifiez, veuillez vous assurer qu'il n'y a rien que vous aimeriez pas partager à vos élèves sur votre bureau, sur votre écran, puisque nos élèves voient tout, ils savent tout. Puis, c'est ça la jeunesse. Sur ce, Yann, est-ce qu'il nous reste encore des choses à ajouter aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est tout. On vous invite à poser d'autres questions dans Aide Pédago et ailleurs. Et ici, dans les commentaires de la vidéo, on ouvre toujours les commentaires, mais c'est rare qu'on voit des commentaires. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo aussi. C'est ça, parce que là, on va les regarder au fur et à mesure, puis ça va nous aider à alimenter l'émission, à trouver des sujets qui seraient d'intérêt pour tout le monde, puis pour que les animateurs de l'indicatif présent, notre famille agrandie, puissent, comme d'habitude, à midi, chaque vendredi, vous donner des trucs, astuces, tout ce qui concerne pédagogie sur la chaîne YouTube Aide Pédago. Wow, ça ressemble étrangement au boniment de Ralph à la fin des vidéos. Alex, très bien fait, je te félicite. Puis on vous revoit la semaine prochaine à la même heure pour vous aider avec toutes vos préoccupations. Au revoir, Yann. Au revoir, Alex.